Oui. Alors, la fois dernière, je me suis arrêté à la responsabilité pour faute et j'ai vu quelques éléments de présentation du comportement fautif, de la faute de service. Car je vous rappelle, la faute est toujours commise par une ou plusieurs personnes physiques, mais on ne recherche pas cette personne. C'est le service qui n'a pas bien travaillé. Et je donnais donc quelques exemples sans prétendre être exhaustif de la faute de service et je m'étais arrêté donc à la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat en vous disant qu'il arrive au Conseil d'État d'utiliser cette notion, je l'ai dit à propos du contentieux environnemental, du fait de l'influence de la Cour de justice de l'Union européenne, le préfet, c'est-à-dire l'État, doit prendre des mesures qui permettent de réduire la pollution dans les agglomérations polluées. L'État ne peut pas se contenter de dire j'ai pris des mesures. Non, il doit prendre des mesures efficaces pour faire descendre la pollution en dessous des seuils prescrits par la directive de 2008. C'est une obligation de résultat. Le Conseil d'État estimait que c'était une obligation de moyens. Et puis, dans un arrêt, je crois que c'est un arrêt du 12 juillet 2017, il a considéré que c'était une obligation de résultat. Alors, autre exemple de faute, la responsabilité de la puissance publique, de la personne publique, la responsabilité de la personne publique peut être engagée pour une carence. Une carence. Donc, la responsabilité d'une personne publique peut être engagée parce elle a fait preuve de carence. Alors, je vous donne un exemple. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, Cour administrative d'appel de Douai du 10 janvier 2008. Cour administrative d'appel de Douai, 10 janvier 2008. C'est la requête numéro 06 DA 011012, pour ceux qui veulent aller plus loin ou ailleurs, 06 DA 011012. Donc, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 10 janvier 2008. Et dans cette affaire, donc, ce sont des personnes qui sont atteintes du syndrome d'alcoolisation fœtale, SAF. Euh, et alors, qu'est-ce que le SAF, hein, selon Wikipédia, je ne cache pas mes sources, le syndrome d'alcoolisation fœtale est une intoxication alcoolique de l'embryon, alcoolisation alcoolique de l'embryon ou du fœtus due à la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse. Donc la mère a bu pendant la grossesse et l'enfant qui naît est atteint du syndrome d'alcoolisation fœtale qui se traduit par des déficiences intellectuelles, qui peut se traduire par des déficiences intellectuelles ou des malformations. Donc, c'est une personne qui est atteinte de ce syndrome, cette personne qui est atteinte de ce syndrome, qui introduit une action en responsabilité contre l'État. Donc, une personne atteinte du syndrome d'alcoolisation fœtale introduit une action en responsabilité contre l'État, reprochant à l'État de ne pas avoir averti les mères, les femmes en état de grossesse, qu'il était dangereux pour l'enfant de boire pendant la grossesse. Donc la personne qui est atteinte de ce syndrome introduit une action en responsabilité contre l'État pour carence. L'État aurait dû prévenir. Alors, dans cette affaire, le commissaire du gouvernement, le rapporteur public, renvoie à une affaire plus importante, enfin qui a donné lieu à plus de retentissement. Donc, le commissaire du gouvernement renvoie, le rapporteur public renvoie à une affaire qui a été jugée par le Conseil d'État en 2004. Donc, c'est un arrêt du Conseil d'État du 3 mars 2004. Bourdignon, B-O-U-R-D-I-G-O-N-O-N, G-N-O-N, 3 mars 2004. C'est un arrêt du Conseil d'État qu'on peut trouver à l'AJDA, par exemple, 2004, Actualité juridique de droit administratif, 2004, page 974. Et dans cette affaire, ce sont des personnes. M. Bourdignon était une personne qui est atteinte d'un cancer. M. Bourdignon est atteint d'un cancer parce qu'il a été exposé à l'amiante. Il travaillait dans une entreprise privée et il a été exposé à l'amiante. Et l'amiante peut provoquer certains cancers. Donc, M. Bourdignon introduit une action en responsabilité contre l'État. M. Bourdignon introduit une action en responsabilité contre l'État, reprochant à l'État d'avoir commis une faute, reprochant à l'État d'avoir commis une faute en ne prenant pas des mesures, en ne prenant pas des mesures pour éviter que des personnes soient exposées à l'amiante.
action contre l'État, reprochant à l'État, aux autorités de l'État, de ne pas avoir pris des mesures pour éviter que des personnes soient exposées à l'amiante. Vous voyez, c'est intéressant parce que la personne est salariée du privé, il travaille dans une boîte privée, il attaque l'État. Là encore, donc, c'est une action en carence. Et d'ailleurs, le rapporteur public dans l'affaire jugée par la Cour de Douai pour le syndrome d'alcoolisation pénale se fonde sur cet arrêt de 2004 pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, donc, dans cet arrêt de 2004, le Conseil d'État juge que face à un risque, si la femme boit, l'enfant peut être atteint de malformation. Si le salarié est exposé à l'amiante, il peut être atteint de cancer. Donc, face à un risque, deux obligations pèsent sur l'État. Deux obligations pèsent sur l'État, ou plus généralement la personne publique, et souvent dans ces affaires, c'est l'État qui a le pouvoir. Deux obligations. Tout d'abord, première étape, l'État doit mener des études, des enquêtes. L'État doit mener des études, des enquêtes pour identifier le risque. Pour identifier le risque. Ah oui, parce qu'entre le moment où on s'aperçoit que des gens sont atteints d'un certain cancer et constater que c'est parce qu'ils ont travaillé exposé à l'amiante, ben, il y a un délai qui va s'écouler. Donc d'abord, identifier le risque. Et puis, seconde étape, une fois que le risque est identifié, si la femme boit, l'enfant peut être atteint de malformation, si l'agent est exposé à l'amiante, il peut contracter des cancers. Bien, une fois que le risque est identifié, deuxième obligation de l'État, seconde obligation, prendre des mesures pour éviter la survenance du risque. Prendre des mesures pour éviter la survenance du risque. Voilà le raisonnement que va adopter le juge face à ce genre d'affaires. Et par exemple, dans l'affaire de 2004, c'est-à-dire l'exposition à l'amiante, dans l'affaire de 2004, donc, le Conseil d'État constate que le caractère nocif, le caractère dangereux, nocif des poussières d'amiante est connu depuis le début du XXe siècle. Donc, depuis le début du XXe siècle, on sait que les poussières d'amiante présentent un caractère nocif et le caractère cancérigène est identifié depuis les années 50. L'exposition à l'amiante provoque des cancers, ça c'est identifié depuis les années 50. Donc, l'État aurait dû agir à partir de ce moment-là. L'État aurait dû prendre des mesures à partir de ce moment-là. Et l'État n'a pas pris de mesures. Dans les années 50, l'État a fait voter une loi, donc une loi a été votée, qui classe parmi les maladies professionnelles, il y a un tableau des maladies professionnelles, vous verrez ça en droit du travail, en sécurité sociale. Donc l'État, dans les années 50, a fait classer parmi les maladies professionnelles certains cancers identifiés à l'amiante. Et voilà, on sait que l'exposition à l'amiante provoque certains cancers, donc on va le mettre dans les maladies professionnelles. Mais ce classement en maladie professionnelle, a juste pour conséquence, que le malade n'aura pas de preuves à apporter. Allez dire, voilà, moi j'ai travaillé dans tel secteur, j'ai tel cancer, et donc le tableau des maladies professionnelles dit, ah, c'est lié à l'exposition à l'amiante. Mais cette mesure qui a été prise dans les années 50, n'est pas une interdiction de construire des bâtiments en amiante. Les gens peuvent toujours continuer à construire des bâtiments avec de l'amiante qui vont susciter des cancers. Donc, l'État n'a pas pris une mesure suffisante. Les premières mesures prises par l'État contre les constructions en amiante datent des années 70. Années 70. Et d'ailleurs, une loi avait été adoptée en 1977, mais le Conseil d'État juge qu'elle est insuffisante. Avant, l'interdiction pure et simple, et maintenant il y a des amiantages, etc. Ça ne date pas de 77, ça date d'après. C'est plus récent. Donc, l'État n'a pas a manqué à sa première obligation, qui était d'identifier le risque. Il a tardé à l'identifier, alors qu'on savait que c'était dangereux depuis le début du XXe siècle, le caractère cancérigène, il a fallu encore 50 ans, et tardé à prendre des mesures coercitives. L'État a commis une carence qui engage sa responsabilité.
carence fautive, parce que c'est l'État qui a les pouvoirs d'interdire, de réglementer. Carence fautive. Appliquant ces principes, appliquant ces principes au SAF, au syndrome d'alcoolisation fœtale, appliquant ces principes, la Cour administrative d'appel de Douai estime qu'il n'est pas possible, il n'est pas possible de reprocher une faute à l'État, cette fois, donc dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai de 2008, il n'est pas possible de reprocher une carence fautive à l'État parce que dès que il a été établi scientifiquement, dès qu'il a été établi scientifiquement qu'il était dangereux pour une femme enceinte, dangereux pour l'enfant, pour une femme enceinte de boire, eh bien l'État a mené des campagnes d'information. L'État a mené des campagnes d'information pour avertir les futures mères. Et on est dans un État libéral. On ne peut pas demander à l'État d'interdire purement et simplement. Dire, non, je ne vous sers pas, vous êtes enceinte, ce n'est pas possible. Donc, mais ce que pouvait faire l'État, c'est-à-dire mener des campagnes d'information actives, il l'a fait. Donc, il n'y a pas de carence fautive. Après, c'est la liberté de la mère. Alors maintenant, paragraphe 2. Et dans le paragraphe 1er, je vous ai donné quelques exemples de fautes, sans pouvoir être exhaustif. Paragraphe 2, je vois faute et illégalité. Faute et illégalité. C'est un problème particulier. De quoi s'agit-il? Nous avons vu qu'un administré peut introduire un recours pour excès de pouvoir. Un administré peut introduire un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif pour obtenir son annulation. J'ai vu ça dans les chapitres précédents. Donc, un administré peut introduire un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif pour obtenir son annulation. Il n'obtiendra que cela. Si l'acte est illégal, il sera sans doute annulé avec des réserves que j'ai vues. Dans le contentieux de la responsabilité, que je vois maintenant, dans le contentieux de la responsabilité, l'administré ne demande pas l'annulation. L'administré demande des dommages-intérêts. L'administré demande des dommages-intérêts qu'il obtiendra s'il y a un fait, fautif ou non de l'administration, un préjudice, un lien de causalité, voire le chapitre préliminaire. Donc, la question à voir ici, la question à voir est celle du lien. Quel est le lien existant entre l'illégalité qui donne lieu à l'annulation de l'acte administratif? Quel est le lien entre l'illégalité qui donne lieu ou peut donner lieu, puisqu'on a vu maintenant depuis une quinzaine d'années qu'il y a des jurisprudences qui permettent de sauver un acte, l'illégalité d'un acte administratif et d'éventuels dommages-intérêts? Quel est le lien? Alors, le lien n'est pas absolu. On peut voir, il y a trois éléments. Hein. Tout d'abord, sur deux éléments, je passerai assez vite. Le troisième, je serai un peu plus long. Tout d'abord, premier élément qui distend le lien, c'est que la responsabilité d'une personne publique peut être engagée, la responsabilité d'une personne publique donc, peut être engagée pour l'illégalité d'une mesure qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Première rupture du lien, donc l'illégalité, la responsabilité pour illégalité peut être engagée du fait d'un dommage causé par une mesure qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. C'est un arrêt du Conseil d'État du 9 juin 1978, arrêt du Conseil d'État du 9 juin 1978, SPIRE, S-P-I-R-E, Conseil d'État 9 juin 1978, SPIRE, S-P-I-R-E, et dans cet arrêt, le Conseil d'État admet, donc dans cet arrêt, le Conseil d'État admet que la responsabilité de la personne publique peut être engagée, donc la responsabilité de la personne publique peut être engagée pour le préjudice causé par une mesure d'ordre intérieur. Donc dans cet arrêt SPIRE de 1978, le Conseil d'État admet que la responsabilité d'une personne publique peut être engagée du fait d'un dommage causé par une mesure d'ordre intérieur. Donc la responsabilité est possible, alors que nous avons vu que la mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Alors que la mesure d'ordre intérieur est insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Vous voyez, là, le lien n'est pas total. Il est même rompu. Il y a un acte qui n'est pas susceptible de recours peut donner lieu à dommage d'intérêt. C'est ce que juge le Conseil d'État dans l'arrêt SPIRE.
deuxième élément, c'est sur ce point que je serai un tout petit peu plus long, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est dès lors qu'un acte est illégal, dès lors qu'un acte est illégal, c'est-à-dire que dès lors qu'un acte est illégal, c'est-à-dire s'il fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il sera annulé. Donc, dès lors qu'un acte est illégal, s'il fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il sera annulé. Est-ce qu'il y aura nécessairement responsabilité? Encore une fois, l'administré peut demander l'annulation, mais peut aussi demander des dommages-intérêts. Le président de l'université prend une décision à votre égard qui est défavorable, vous demandez l'annulation, puis vous dites, ah ben, cette décision m'a causé un préjudice de 15 000 euros, je demande 15 000 aussi. Donc, est-ce que dès lors qu'un acte est illégal, ça entraîne nécessairement illégalité? Alors, la réponse est non. Un acte peut être illégal, un acte peut être illégal, sans qu'il y ait pour autant, indemnisation. Un acte peut être illégal sans qu'il y ait pour autant indemnisation. La question avait été examinée, par le commissaire de gouvernement Genevoix, Bruno Genevoix, qui est un commissaire de gouvernement important, hein. Donc, dans ses conclusions, j'ai déjà cité d'ailleurs, dans ses conclusions sous un arrêt du 19 juin 1981, Conseil d'État, 19 juin 1981, Madame Carliez, Carliez, C-A-R-L-I-E-Z, Conseil d'État, 19 juin 1981, Madame Carliez, C-A-R-L-I-E-Z. Dans ses conclusions, M. Genevoix dit l'illégalité n'entraîne pas forcément responsabilité. Alors, le raisonnement part d'un arrêt du Conseil d'État. Le raisonnement part d'un arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 1973. Donc, le raisonnement part d'un arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 1973, qui est un arrêt qu'il faut connaître, Ville de Paris contre Driancourt. Donc, Conseil d'État, 26 janvier 1973, Ville de Paris contre Driancourt, D-R-I-A-N-C-O-U-R-T. Ville de Paris contre Driancourt, c'est un arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 1973. C'est un arrêt qui n'est pas dans le gageage, il doit être cité, hein, ce n'est pas des grands arrêts, mais c'est un arrêt important. Et dans cet arrêt, donc avant cet arrêt Driancourt de 73, avant cet arrêt Driancourt de 1973, le Conseil d'État estimait que lorsque l'autorité administrative avait commis une erreur d'appréciation, donc lorsque l'autorité administrative avait commis une erreur d'appréciation qui entraînerait l'illégalité de l'acte, erreur d'appréciation qui entraînerait l'illégalité de l'acte. S'il fait l'objet d'un recours, il sera annulé parce qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation, erreur d'appréciation. Ça relève de ce que j'ai vu dans le contrôle des motifs. Donc, avant cet arrêt de 73, le Conseil d'État jugeait donc qu'il n'y avait pas forcément responsabilité, faute du service donc, quand l'acte était affecté d'une erreur d'appréciation qui aurait entraîné son annulation. Dans l'arrêt Driancourt, la solution est simple. Dans l'arrêt Driancourt de 73, dans l'arrêt Driancourt de 1973, le Conseil d'État juge que toute illégalité, c'est-à-dire qui entraînerait l'annulation de l'acte, toute illégalité constitue une faute de service au regard de la responsabilité. Donc c'est simple. Toute illégalité constitue une faute de service. C'est ce que juge le Conseil d'État dans l'arrêt Driancourt. Même une erreur d'appréciation. Incompétence, vice de forme, enfin, les motifs d'annulation. Et pourtant, quand M. Genevoix conclut en 81, en dépit de cette solution simple, hein, toute illégalité constitue une faute, M. Genevoix constate en 81 que l'illégalité qui constitue une faute n'entraîne pas forcément une responsabilité. Oui, la solution Driancourt est simple, hein, toute illégalité constitue une faute. Et pourtant, M. Genevoix constate en 81 qu'il y a des cas où l'acte est illégal et pourtant il n'y a pas de responsabilité. Comment ça se fait? M. Genevoix, dans ses conclusions, voit différentes hypothèses qui expliquent qu'alors qu'il y a une illégalité, il n'y a pas de responsabilité. Première hypothèse, alors il y en a qui sont maintenant un peu datées. Première hypothèse, dit-il, l'illégalité. L'illégalité constitue une faute simple. L'illégalité constitue une faute simple. Et l'on est dans un domaine
On verra encore quelques-uns tout à l'heure. Et l'on est dans un domaine dans lequel le Conseil d'État exige, pour engager la responsabilité de la personne publique, une faute lourde. Donc, première hypothèse, l'illégalité qui est commise est une faute simple. Et on est dans un domaine dans lequel le Conseil d'État exige, pour engager la responsabilité de la personne publique, une faute lourde. Donc le Conseil d'État va dire, ben ouais, l'acte est illégal, mais ce n'est pas une faute lourde, donc il n'y a pas de responsabilité. Voilà une première hypothèse dans laquelle il y a illégalité et pas responsabilité. C'est encore le cas, même si c'est sans doute en voie de disparition en matière de police administrative, j'en reparlerai dans 5 minutes. Ça, c'est la première situation que voit M. Genevoix. Euh, Seconde hypothèse que voit M. Genevoix, et ça vous renvoie à ce que j'ai dit au chapitre préliminaire, c'est que il y a une décision illégale, mais celle-ci n'a pas engendré de préjudice. L'autorité administrative a pris une décision illégale qui sera annulée si le juge, de l'excès de pouvoir est saisi, mais il n'y a pas de préjudice. Alors, je me dis, pour qu'il y ait un engagement de la responsabilité, il faut qu'il y ait un fait de l'administration, un préjudice et un lien de causalité. S'il n'y a pas de préjudice, il n'y aura pas de réparation, alors même que l'acte est illégal. Troisième hypothèse qui renvoie ici au chapitre préliminaire, le juge constate qu'il y a une illégalité, que l'acte administratif est illégal. Donc le juge administratif constate que l'acte administratif est illégal, mais le destinataire de l'acte a commis une faute de la victime. Le destinataire de l'acte a commis une faute qui exonère totalement, ça peut être partiellement, et ça peut être aussi totalement, la personne publique de sa responsabilité. J'ai vu ça dans les causes exonératoires dans le chapitre préliminaire. Le gars qui va se baigner à la piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui ne sait pas nager, qui est majeur, que la piscine est fermée, il a commis une faute. Donc, même s'il y a une responsabilité de la personne publique, il n'y a pas de responsabilité de la personne publique parce que sa faute exonère complètement la. Ben là, c'est la même chose. Si l'acte est illégal, mais si la victime a commis une faute grave, ça exonère la personne publique alors qu'elle a pris un acte illégal. C'est assez fréquent, même s'il y a des nuances, dans le contentieux de la fonction publique. Dans le contentieux de la fonction publique, euh, l'administration révoque un agent. L'administration prend la sanction la plus lourde, révocation d'un agent. L'agent conteste la mesure et le Conseil d'État constate que la mesure est affectée d'un vice de forme. Eh bien, il arrive que le juge administratif n'accorde pas de dommages-intérêts, bien que l'acte soit illégal, parce qu'affecté d'un vice de forme. Le juge administratif n'accorde pas de dommages-intérêts si la révocation repose sur une faute grave de l'agent. Ah ouais, on a commis un vice de forme, mais les faits qui avaient justifié la révocation, eux, sont incontestables. Donc, si vous avez été révoqué, c'est parce que vous avez commis des fautes. Et donc, vous pouvez dire, ah, la révocation illégale m'a causé un préjudice. Non, vous auriez été révoqué quand même, en respectant les formes. Et quatrième hypothèse que voit M. Genevoix, quatrième hypothèse, il évoque une évolution que j'ai vue également en cours. Il évoque l'hypothèse dans laquelle le juge administratif n'accorde pas de dommages-intérêts. Le juge administratif n'accorde pas de dommages-intérêts alors que l'acte est illégal. Le juge administratif n'accorde pas de dommages-intérêts alors que l'acte administratif est illégal. Dès lors que cet acte repose sur un motif illégal, l'acte repose sur un motif illégal, mais l'autorité administrative peut proposer un motif légal au motif illégal qu'elle a retenu. L'acte a été motivé par un motif illégal, mais il y a un autre motif légal, celui-là, qui peut justifier la mesure. Alors, ce n'est plus vraiment une exception parce que j'ai vu que depuis un arrêt de 2004, maintenant, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, de la même façon, le juge de l'excès de pouvoir accepte que l'administration, devant le juge, propose un motif légal ou un motif illégal. Substitution de motif. Mais à l'époque, quand M. Genevoix
conclu en 81, ça, c'était pas possible dans le contentieux d'excès de pouvoir, ou à des conditions très limitées, alors que dans le contentieux de la responsabilité, l'acte était illégal en recours pour excès de pouvoir parce que fondé sur un motif illégal, mais en contentieux de la responsabilité, le juge disait, j'accorde pas de dommage d'intérêt parce qu'il y a un motif légal qui pouvait justifier cette mesure. Alors, maintenant, c'est plus une exception puisque dans le contentieux d'excès de pouvoir, la substitution de motif est possible depuis l'arrêt Halal de 2004 que j'ai cité en gros. Alors voilà ce qui explique que, alors que les règles sont simples, hein, l'arrêt de Riancourt indique que toute illégalité constitue une faute de service, donc on devrait dire, bon, ça y est, c'est bon, les dommages et intérêts vont tomber, hein, alors que toute illégalité constitue une faute de service, eh ben, il y a des arrêts dans lesquels le Conseil d'État accorde des dommages et intérêts pour un acte illégal, et d'autres arrêts dans lesquels il ne les accorde pas. Et là, c'est pas simple. Et les auteurs essaient de trouver des raisons qui, à peu de choses près, se trouvent dans les motifs que vient d'invoquer Genevoix. Alors certains disent, par exemple, certains soutiennent, certains soutiennent que dès lors que l'autorité administrative, dès lors que l'autorité administrative pourrait reprendre le même acte, sur le fond que l'acte illégal pour un vice de forme, dès lors que l'autorité administrative pourrait reprendre le même acte sur le fond, mais illégal du fait d'un vice de forme, il n'y aura pas de responsabilité. Il n'y aura pas de responsabilité. C'est l'exemple que je vous donne à l'instant. Il y a un fonctionnaire est révoqué, mais il manque une signature en bas de l'arrêté, vice de forme. Le juge dit, ouais, ben, vous avez commis des fautes, vous avez volé, etc., vous avez justifié la révocation. Donc, on pourrait reprendre la même décision de révocation, mais en signant bien. Mais il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples. Vous voyez, ce n'est pas absolu. Je vous donne un exemple. Euh, le Code général des collectivités territoriales, c'est l'article L 1611-1. Donc, le Code général des collectivités territoriales, c'est l'article L 1611-1, impose que les dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire les dépenses qu'elles doivent nécessairement faire, les dépenses obligatoires soient créées par la loi. C'est la décentralisation. Une dépense obligatoire ne peut être créée que par la loi, pas par un décret ou un arrêté ministériel. Il faut une loi. C'est une garantie pour les collectivités territoriales. Et sur le fondement de cet article, 1611-1, sur le fondement de cet article, le Conseil d'État annule un décret qui confiait au maire, donc sur le fondement de cet article, le Conseil d'État annule un décret qui confiait au maire le soin de recueillir de traiter les demandes de passeport, en tant qu'agent de l'État d'ailleurs, traiter les demandes de passeport, recevoir les gens, commencer à préparer le dossier. Le Conseil d'État donc annule le décret parce que cette mission va entraîner des dépenses obligatoires, hein, puisque c'est une compétence prévue pour le maire. Donc cette nouvelle compétence va entraîner des dépenses. Or, l'article 1611-1 dispose qu'une dépense obligatoire doit être créée par la loi, pas par un décret. Donc, l'État, d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, l'État pourrait reprendre la même mesure, c'est-à-dire confier au maire le soin de commencer à préparer les demandes, de recueillir les demandes de passeport. L'État pourrait reprendre la même mesure en faisant voter une loi. Oui, donc, sur le fond, la mesure est la même. Eh bien, saisi pour avis, le Conseil d'État, dans un avis du 6 avril 2007, donc le Conseil d'État saisi pour avis, c'est un avis du 6 avril 2007, considère que du fait de l'illégalité commise, un décret est intervenu alors qu'une loi était nécessaire, du fait de l'illégalité commise, un décret est intervenu alors que c'est la loi qui aurait dû prévoir cette obligation, les collectivités territoriales pourront obtenir réparation si elles démontrent que ce décret illégal leur a causé un préjudice. Pendant 6 mois, on est obligé de traiter les demandes de passeport tant que le décret n'a pas été annulé, ou 1 an, 2 ans,
Et on était obligé de mobiliser un agent, etc. L'indemnisation est possible. Vous voyez, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Le principe, c'est que normalement, quand l'autorité administrative peut reprendre la même mesure sur le fond, il n'y a pas de réparation. Voilà un contre-exemple. Euh, Dans un arrêt de 2019, Conseil d'État 24 juin 2019, donc dans un arrêt du Conseil d'État du 24 juin 2019, EARL, c'est Entreprise agricole à responsabilité limitée, EARL Valette, V-A-L-E-T-E, EARL Valette, c'est la requête numéro 407 059, 407 059, Conseil d'État 24 juin 2019, EARL Valette. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État a jugé, dans des termes très généraux, ce qui veut dire qu'il semble poser un principe. Le Conseil d'État semble poser un principe. Que si une décision est illégale, parce qu'affectée d'un vice d'incompétence, comme tout de suite, là, ce n'est pas le décret qui pouvait intervenir, c'est le législateur. Si une décision est illégale parce qu'affectée d'un vice d'incompétence, mais que l'autorité compétente aurait pu prendre la même décision, il n'y a pas, enfin, le préjudice allégué ne résulte pas de la décision illégale. En cas de vice d'incompétence, si l'autorité compétente aurait pu prendre sur le fond la même décision, ce qui est le cas dans l'affaire que je viens de vous donner, le décret qui impose aux communes, aux maires de traiter les demandes de passeport, cette mesure est illégale parce qu'elle a été prise par un décret, mais la loi peut prendre la même. C'est ce qui s'est produit par la suite. Prendre la même mesure. Il n'y aura pas de réparation. En tout cas, le préjudice invoqué par la victime n'est pas lié au vice d'incompétence, donc pas d'indemnisation. Ce qui semble donc remettre en cause l'avis de 2007 que je viens de donner. Dans cette affaire, le préfet avait ordonné l'arrachage d'arbres fruitiers, parce que les arbres étaient atteints d'une maladie contagieuse. Donc, le préfet ordonne l'arrachage d'arbres fruitiers. Le code rural dispose que c'est de la compétence du ministre. Le code rural dispose que c'est le ministre qui a le pouvoir d'ordonner l'arrachage. Donc, l'arrachage a été pris par une autorité incompétente. Eh bien, avant d'accorder des dommages-intérêts aux propriétaires des arbres, avant d'accorder des dommages-intérêts, le Conseil d'État vérifie que le ministre aurait pu prendre la même décision. C'est-à-dire que les conditions justifiant l'arrachage étaient bien remplies. Si elles étaient remplies, pas d'indemnité. Si elles n'étaient pas remplies, bah, là, il y a une indemnité possible. Hein, s'il est dit que l'arrachage est possible pour des raisons de santé publique et que ce motif de santé publique n'est pas présent, bah, l'acte est pris par une autorité incompétente, mais l'autorité compétente n'aurait pas pu le prendre non plus puisqu'il n'y a pas de motif de santé publique. L'indemnisation. Mais si la même mesure pouvait être prise, pas d'indemnisation. Donc ça semble remettre en cause, parce que c'est un arrêt qui s'exprime de façon générale, remettre en cause la solution que je voyais avant, l'avis du Conseil d'État de 2007. Autre précision qui va dans le prolongement de ce que disait M. Genevoix tout à l'heure, l'illégalité est une faute de service, certes, c'est l'arrêt Briancourt qui l'a dit ça. L'illégalité est une faute de service, mais la victime n'obtiendra réparation. La victime n'obtiendra réparation que si elle a subi un préjudice. La victime n'obtiendra réparation que si elle a subi un préjudice. C'est une des conditions d'engagement de la responsabilité que j'ai vu dans la chapitre préliminaire. Et le problème s'est posé notamment dans le droit de la fonction publique. Le problème s'est posé dans le droit de la fonction publique et il y a un arrêt de principe qui est dans le GAJA. C'est un arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1933. Conseil d'État, 7 avril 1933, de Berne. D-E-B-E-R-L-E-S. De Berne. Conseil d'État, 7 avril 1933. De Berne. D-E-B-E-R-L-E-S. Dans cette affaire, un agent public a été révoqué. C'est la sanction la plus lourde, hein. Il peut y avoir révocation avec droit à la retraite ou révocation sans droit à la retraite. Donc l'agent a contesté la mesure
L'agent a contesté la mesure et a obtenu son annulation. A obtenu son annulation. Le juge a annulé la révocation. L'agent réclame, et il se fonde sur la jurisprudence antérieure, l'agent réclame le rappel de son traitement. Pour un fonctionnaire, on ne parle pas de salaire, mais de traitement. Une somme qui touche tous les mois, ce n'est pas un salaire, c'est un traitement. Donc, il demande le rappel de son traitement. Pourquoi? Eh bien, parce que, je l'ai vu quand j'ai vu le contentieux d'excès de pouvoir, un acte illégal annulé, un acte illégal qui fait l'objet d'une annulation, est censé n'avoir jamais existé. Un acte illégal qui fait l'objet d'une annulation est censé n'avoir jamais existé. Donc, M. Debert soutient qu'il doit obtenir le paiement du traitement qu'il aurait dû percevoir si la révocation illégale n'avait pas été prise. Et voilà, moi j'ai été révoqué il y a 3 ans. 3 ans plus tard, la révocation est annulée, donc elle n'a jamais existé. Donc j'ai toujours été fonctionnaire. J'ai droit au paiement du traitement. Avant l'arrêt de Berne, le Conseil d'État appliquait ce principe et versait le traitement. L'agent avait droit au traitement qu'il aurait dû percevoir. Dans l'arrêt de Berne, le Conseil d'État abandonne cette jurisprudence du traitement, comme on disait. Donc le Conseil d'État abandonne cette jurisprudence du traitement en indiquant désormais, c'est l'arrêt qui s'applique, qu'il faut tenir compte effectivement d'un côté du traitement qui n'a pas été perçu irrégulièrement, puisque la révocation est illégale, il faut tenir compte du traitement, mais il faut tenir compte également des salaires que l'intéressé a pu toucher par ailleurs. Il est révoqué, il trouve un boulot dans le privé, eh bien, il faut défalquer la rémunération qu'il a perçue dans une entreprise privée. Puisque s'il avait été, comme il le dit, si la révocation n'avait pas eu lieu, n'avait pas existé, ben, il aurait été fonctionnaire avec impossibilité d'aller travailler dans le privé. Donc il faut retrancher cette somme. Il faut tenir compte également, il faut tenir compte également des fautes respectives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut tenir compte des fautes respectives. Si la révocation est annulée parce que la faute commise par le fonctionnaire ne justifiait pas une révocation. J'ai vu la jurisprudence, le contrôle du juge. Si la révocation est annulée parce que les faits reprochés au fonctionnaire ne justifiaient pas la sanction la plus grave. Ben, le fonctionnaire a droit à une indemnité à laquelle on tranchera les salaires qu'il a pu toucher par ailleurs. Il a droit au rappel de son traitement, moins les sommes qu'il a pu toucher par ailleurs parce qu'il n'a plus travaillé puisqu'il n'était plus fonctionnaire. En revanche, si la révocation est annulée pour un vice de forme, si la révocation est annulée pour un vice de procédure, un vice de forme, violation des droits de la défense, il avait le droit au droit de la défense qui n'ont pas été respectés, mais que les faits justifiaient bien la révocation, c'est incontestable, bon, les droits, la procédure n'a pas été respectée, mais les faits qu'il a commis justifiaient la révocation, eh bien, le préjudice qu'il a subi, résulte de la faute qu'il a commise, la faute grave qui justifiait la révocation. Il n'obtiendra pas d'indemnité, pas une indemnité aussi forte. Alors, dernière hypothèse, je l'ai dit, il y a plusieurs problèmes entre lien entre illégalité et responsabilité. Celui qui souhaite obtenir l'annulation, d'un acte administratif qu'il considère illégal, celui qui souhaite obtenir l'annulation d'un acte administratif doit introduire le recours, dans les 2 mois. Doit introduire le recours dans les 2 mois à compter de la notification de l'acte. Après, il y a des exceptions, etc. J'ai vu ça plus loin. Et le principe, c'est 2 mois. S'il n'agit pas dans le délai de recours, la décision devient définitive. Elle n'est plus attaquable. D'autant plus qu'elle a pu créer des droits pour les tiers. Un fonctionnaire est révoqué,
La révocation n'est pas attaquée, et puis il y a un autre fonctionnaire qui a pris sa place. Donc la révocation a été droit en sa faveur. Euh, L'administré peut également, l'administré peut également demander des dommages-intérêts. L'administré peut également demander des dommages-intérêts pour obtenir réparation, du préjudice que lui a causé cet acte illégal. Il a pu introduire un recours pour excès de pouvoir ou il ne l'a pas fait dans les 2 mois. Il peut également introduire une action en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé cet acte illégal. Et là, cette fois, je l'ai vu en chapitre préliminaire, l'administré est enfermé dans le délai de prescription quadriennal. L'administré est enfermé dans le délai de prescription quadriennal. Il doit agir dans les 4 ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle est née la créance. L'agent est révoqué en 2013, 2023. Il peut demander réparation s'il estime que la révocation est illégale dans les 4 ans qui commencent à partir du 1er janvier 2024. Un administré laisse passer le délai de recours pour excès de pouvoir. Un administré laisse passer le délai de 2 mois de recours pour excès de pouvoir. La décision devient définitive. Il peut saisir le juge de la responsabilité. Là, il n'est pas enfermé dans le délai de 2 mois, il a 4 ans. Il peut saisir le juge de la responsabilité qui peut lui accorder des dommages-intérêts parce que la décision est illégale, en vertu de tous les principes que je viens de voir. Le juge de la responsabilité peut lui accorder une indemnité sur le fondement de la jurisprudence Drioncourt, toute illégalité constitue une faute de service. Mais cette reconnaissance ne fera pas disparaître l'acte qui n'a pas été attaqué. Cette reconnaissance de responsabilité, oui, je vous accorde 50 000 euros parce que l'acte administratif est illégal, ne fera pas disparaître l'acte administratif si celui-ci n'a pas été attaqué dans le délai de recours de 2 mois. C'est trop tard. C'est important parce que l'agent, vous voyez, qui est révoqué, ben, il peut peut-être obtenir des dommages d'intérêt parce que la révocation est illégale, mais il ne retrouvera pas son poste s'il n'a pas attaqué dans les 2 mois, puisque la révocation est définitive. Alors, en pratique, c'était parfois contesté, mais en pratique, l'avocat présente des conclusions en annulation. En pratique, hein, le plus souvent, l'avocat présente des conclusions en annulation et des conclusions en indemnisation. Vous voyez, ce qui est saisi tardivement par quelqu'un qui ne connaît pas bien les règles administratives, ah non, je ne peux plus attaquer votre mesure, là, c'était pris il y a 6 mois. En revanche, on peut encore demander des dommages intérêts. Alors, section 2 maintenant. Section 2, le recul de la faute lourde. Le recul de la faute lourde. J'ai vu dans la section 1 la faute qui est de principe, c'est la faute simple. Quand le Conseil d'État parle de faute sans précision, c'est que c'est une faute simple. Quand il y a faute lourde, il va le dire, il va utiliser le qualificatif. Donc, jusqu'au début des années 90, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans, jusqu'au début des années 90, il y avait encore de nombreux domaines, donc jusqu'au début des années 90, il y avait de nombreux domaines dans lesquels le juge administratif, exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité de la personne publique. Il y avait des dizaines de domaines dans lesquels le juge administratif exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité de la personne publique. Le juge administratif ne définissait jamais la faute lourde. Il ne disait pas, voilà ce qui distingue une faute simple d'une faute lourde. Hein. Le juge administratif ne définissait jamais la faute lourde. Il disait, bah non, là, il n'y a pas eu de faute lourde, donc on n'engage pas la responsabilité, mais il ne disait pas, voilà ce qu'aurait été une faute lourde. Monsieur Chaput, qui était professeur d'administratif, auteur d'un manuel classique, disait, voilà, l'introduction, la faute lourde, c'est une faute qui est plus grave que la faute simple. Si je cherche une définition, la faute lourde, c'est une faute qui est plus grave que la faute simple. Ce que voulait dire M. Chaput par là, c'est que exiger une faute lourde sans la définir, permettait au juge administratif de laisser une marge d'erreur à l'administration. Et oui, je reconnais bien que dans cette affaire, il y a une faute, mais ce n'est pas une faute lourde, pas de responsabilité. Donc, c'était admettre une marge d'erreur reconnue donc à la personne publique.
vous avez commis une faute, mais je n'engage pas votre responsabilité parce que j'exige une faute lourde. Cette multiplication de responsabilités fondées sur la faute lourde, cette multiplication s'expliquait bien sûr par les origines du juge administratif, né au sein de l'administration, ce que j'ai vu au début du cours, au premier semestre. Le juge administratif qui connaît bien l'administration, connaît ses difficultés. D'ailleurs, dans l'arrêt Blanco, le tribunal des conflits disait la responsabilité n'est ni générale ni absolue, etc., etc. D'où ces régimes de responsabilité pour faute lourde. Alors, les choses ont changé à partir du début des années 90, et je crois que le signal, c'est un arrêt du Conseil d'État du 10 avril 1992. Conseil d'État, 10 avril 1992, époux V, 10 avril 1992. C'est un arrêt qui est rendu en matière de responsabilité hospitalière. Donc, c'est un arrêt qui est rendu 10 avril 1992 en matière de responsabilité hospitalière. Je vous rappelle qu'il y a des cliniques privées, le contentieux relève du juge judiciaire, ça ne le regarde pas. Et puis, il y a les hôpitaux publics qui sont des établissements publics et la responsabilité est portée devant le juge administratif. Avant cet arrêt de 1992, le Conseil d'État engageait la responsabilité de l'hôpital public, la responsabilité hospitalière de l'hôpital public, pour faute simple. Pour faute simple. Quand il s'agissait d'un dommage causé par l'organisation du service, de ce point de vue, l'hôpital était un service comme les autres. Faute simple, quand le dommage est causé par l'organisation du service ou par un acte de soin. Un acte de soin, c'est un acte qui pouvait être assuré par une infirmière. Donc, ce n'est pas un acte compliqué. En revanche, quand le dommage était causé par un acte médical, notamment un acte chirurgical, acte médical, eh bien, le Conseil d'État exigeait une faute lourde. Le Conseil d'État exigeait une faute lourde. Résultat, il n'y avait jamais, en matière d'acte médical, jamais d'engagement de la responsabilité de l'hôpital. Il y avait un cas, il y avait un arrêt en 58, c'est le chirurgien qui était en train de jouer aux cartes et on l'appelle en urgence, avec le jeu que j'ai, là, je termine. Enfin, vous voyez, des cas comme ça, mais rarissimes. Et dans l'arrêt de 92, le Conseil d'État abandonne l'exigence d'une faute lourde. Le Conseil d'État abandonne l'exigence d'une faute lourde pour deux raisons qui sont liées. Tout d'abord, il y a une évolution de l'opinion. Parce que fréquemment, dans la presse, on dit voilà, cette personne est entrée en pleine forme à l'hôpital, elle est sortie tétraplégique, il y a un problème, et il n'y a pas de solution puisqu'il n'y a pas de responsabilité. Donc, il y a une contestation de l'opinion. Et c'est en lien. Et début des années 90, c'est l'affaire du sang contaminé. C'est l'affaire du sang contaminé. Et là, on constate que des médecins ont fait un peu n'importe quoi, notamment pour gagner de l'argent. Et donc là, l'opinion n'accepte plus l'irresponsabilité. L'arrêt éprouvé est rendu à cette occasion. Je reprendrai après la pause, puisqu'il est 50, je vais arrêter provisoirement.